Selon les derniers chiffres, les femmes occupent moins d'1% des postes supérieurs. Catherine Kovacs est allée voir la situation de plus près. Maintenant, quand on regarde ça, c'est encourageant. Par contre, si on regarde où ces cadres se regroupent ou se retrouvent... Nous sommes dans une classe de 2e année au HEC, l'école des hautes études commerciales à Montréal. La moitié de la clientèle étudiante est féminine. Le cours sur le comportement dans l'organisation est également donné par une femme. Cette situation traduit bien la nouvelle tendance dans les grandes écoles administratives, où les femmes sont de plus en plus présentes. Ce n'est pas encore l'invasion, loin de là, mais ces dernières sont déterminées à prendre leur place dans les entreprises. Les femmes qui sont au HEC maintenant, présentement, sont au début de la vingtaine. Donc, elles vont acquérir l'expérience qui, dans 10-15 ans, vont faire changer les statistiques. Et on verra plusieurs femmes à des niveaux moyens dans l'entreprise. Évidemment, il y aura un bassin plus important duquel choisir pour arriver à la haute direction. Un des phénomènes marquants des années 80, à mon sens, à cet égard, est la solidarité croissante entre les femmes d'affaires. Il s'est fondé au Québec un très grand nombre d'associations de femmes d'affaires, de réseaux, et les femmes sont aussi de plus en plus présentes dans les grands réseaux comme les chambres de commerce et ce genre d'associations. Ça, ce sont des facteurs qui nous prédisent un avenir meilleur. Si l'avenir s'annonce prometteur pour les femmes qui ont décidé de faire carrière dans l'administration, le présent, par contre, n'est pas rose. Moins de 10% des femmes ont un poste en gestion et moins de 1% d'entre elles sont présentes dans les fonctions supérieures. Encore une fois, les structures sociales ne leur permettent pas d'avancer au même rythme que les hommes. Malheureusement, il existe encore des barrières organisationnelles qui font que les carrières des femmes ne se déroulent pas à l'heure actuelle de la même façon que celles des hommes. Pensons simplement à ce qui arrive dans les 10 premières années de carrière, qui est la période où les femmes ont leurs jeunes enfants et où, on le sait bien, elles se sentent encore plus responsables que les jeunes de l'éducation de ces jeunes enfants. C'est donc dire que leur profil de carrière n'est pas exactement le même que celui des hommes. Devenir chef d'une grande entreprise, c'est bien souvent le rêve impossible à atteindre pour les femmes. Le chemin qu'elles doivent parcourir pour se rendre là est tellement ardu qu'elles décident de créer leurs propres entreprises. En 1984, près de 40% des PME appartenaient à des femmes. Manon Véna, de son côté, fait mentir ces statistiques. Elle est présidente du bureau de commerce de Montréal et vice-présidente de la compagnie pour laquelle elle travaille. Souvent, les femmes qui font des entreprises, les femmes pour des raisons différentes des hommes. On voit dans le moment que les femmes ne cherchent pas l'expansion d'une entreprise. La motivation pour monter une entreprise, c'est peut-être pas nécessairement une celle d'entrepreneurship, de grand entrepreneurship, de prendre des risques, par exemple, mais plutôt de se créer un emploi. Les femmes sont à un tournant en ce qui concerne leur choix de carrière comme gestionnaire. Elles vont devoir choisir entre jouer le jeu des hommes pour accéder à des postes élevés ou fixer leurs propres règles en créant leurs entreprises. Pour les finissants des HEC qui ont l'intention un jour de diriger une grande compagnie, l'on peut se demander aujourd'hui quand sortiront-elles de la marginalité. Direction intermédiaire, je dirais, en l'an 2000, et à la très haute direction, je suis certaine que je ne verrai pas ça de mon vivant. Catherine Kovacs, pour Montréal. Étudiants. Pour le directeur des services éducatifs, Luc Balleux, cette performance tient de la rigueur qu'on exige de tous. La qualité des apprentissages des étudiants à la commission scolaire est due principalement à la rigueur intellectuelle apportée par les enseignants. Très souvent, les gens reconnus comme étant rigoureux ont l'air des gens austères. Cependant, lorsque l'on parle de rigueur intellectuelle, on veut parler de méthodologie principalement, de façon d'aborder un problème. Très souvent, quand on regarde ces résultats d'examen du ministère, on dit que l'école fait une sélection des élèves, que ceux qui ont un risque d'échec trop élevé ne peuvent pas s'y présenter afin de ne pas baisser la moyenne de tout le monde. Cette politique ne semble pas en vigueur à Nicolet. L'étudiant a droit de se présenter à un examen du ministère de l'Éducation, et même si sa note est faible, la politique à la commission scolaire, c'est de donner la chance aux coureurs. Je veux dire, l'étudiant ne se présente pas à l'examen pour que la commission scolaire soit la meilleure, mais pour que lui réussisse à passer. Il y a trop de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le succès ou l'échec d'un élève pour qu'on puisse parler d'une recette précise. Une chose est certaine, le secteur public s'oriente de plus en plus vers l'excellence. On parle de rigueur et on n'a pas peur de faire de la masse une élite. Et comme le soulignait le directeur général du séminaire de Trois-Rivières, Jean Périgny, une plus grande compétition entre... Dans un dernier reportage d'une série de 3, Suzanne Landry
nous parle d'un centre d'aide pour ces jeunes mères, le seul dans la région. La mentalité élargie de la société vis-à-vis l'avortement et l'accouchement, selon le choix de la personne, influence nécessairement le comportement des jeunes mères. Cependant, on a constaté que le fait est mieux accepté dans la famille du voisin. Ta mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle disait, toi tu vas être placé, ton chum va être en prison, puis moi je vais garder le bébé ou ben, il va se faire placer en adoption. Et du côté du père de l'enfant, c'est quelquefois difficile. Il était choqué, il était trop choqué, il voulait que je me fasse avorter au début. Puis là, il était là, ouais, mais qu'est-ce que mon père va passer? Tu n'étais pas capable de prendre la pilule. Celles qui ne peuvent compter sur personne dans leur entourage, il ne reste qu'une seule alternative dans la région, le centre d'accueil pour les femmes en difficulté, Villa-Jolie, à Trois-Rivières. Les mères de moins de 20 ans représentent environ 25% de la clientèle. On offre un service résidentiel clinique, là où les personnes peuvent recevoir de l'aide en termes de consultation individuelle, de consultation conjugale, de familiale, des services médicaux également. Malgré tous les efforts que les responsables font, Villa-Jolie ne remplace pas une famille. Ben, j'aime mieux la vie ici que la vie dans ma famille, parce que dans ma famille, ça aurait été plein de conflits. C'est mieux ici que chez moi, mais c'est pas le mieux. Il faudra attendre encore combien de temps avant que notre société soit assez libérale pour reconnaître l'obligation morale d'intensifier l'information des moins de 20 ans? J'en ai parlé avec ma mère, que je voulais avoir un moyen contraceptif, puis tout. Ouais, elle dit, Allemande, c'est pas tout de suite, on va en discuter encore, puis on ira la chercher ensemble si on décide que tu la veux, tu sais. Ça fait que là, c'était trop tard. Il faudra attendre aussi longtemps que des groupes de personnes refuseront de reconnaître les relations sexuelles chez les adolescents. Ici, Suzanne. Déjà depuis septembre 85, la capitale de l'or noir a son centre des arts de calibre international, avec des salles de concert à l'acoustique d'une qualité peu commune. Et dans l'une d'elles, justement, on signale en ce moment l'installation d'un orgue qui vibrera pour la première fois en mai prochain. Une équipe d'Edmonton a préparé le reportage que voici. Après le Roy Thompson Hall de Toronto, c'est maintenant au tour de la salle Jack Singer du Centre des Arts de Calgary d'abriter un orgue. Un instrument de prédilection pour plusieurs compositeurs, il est également le plus important de par sa taille. Boudé par les églises ces dernières années, la tendance veut qu'il réapparaisse dans les salles de concert. C'est le cas du Casavant Opus 3623 de Calgary. Bien qu'inachevé, sa structure est en place depuis la fin janvier et il ne reste plus qu'à en terminer l'harmonisation, opération qui devrait être complétée au début du mois de mai. Sous la direction de Jean-Guy Letiec, les 6008 tuyaux de cet instrument de 74 jeux ont été placés sur le faux-sommier, des plus petits aux plus gros qui font plus de 7 mètres de haut et pèsent plus de 93 kilos. C'est au début de 1981 que les premières négociations pour l'achat de l'orgue étaient entamées. Le contrat fut signé le 28 novembre 1985 et dès lors tout fut mis en œuvre chez Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe pour construire cet instrument, un premier récital étant prévu pour la mi-mai cette année. Les autorités du Centre des Arts de Calgary auront misé sur le facteur d'orgue Casavant pour sa renommée comme premier constructeur du Canada, ayant fait sa marque en Amérique du Nord et en Europe durant ses 108 années d'existence. Les ateliers doivent leur succès à la tradition de père en fils qui s'est perpétuée, qui veut que l'on fabrique encore les tuyaux à la main, sans pour autant omettre la technologie de pointe, dont l'informatique. Le rôle principal dans la conception de cet instrument revient au directeur tonal chez Casavant, le docteur Jean-Louis Coignet, qui est également maître organier pour la ville de Paris. Sur le plan tonal, c'est un orgue qui doit sa composition essentiellement à l'orgue français, puisque la nomenclature est française, mais non seulement la nomenclature, les détails techniques des jeux, la construction des tuyaux se rattache plus à l'orgue français, soit classique, soit symphonique. Si, selon les historiens, le premier orgue appelé hydronos a été créé au IIIe siècle avant notre ère, le répertoire le plus courant aujourd'hui nous provient des époques baroques, classiques, romantiques et modernes,
Et on se demande si cet instrument pourrait se prêter à ces diverses périodes. Oh ben, j'espère bien, il est fait pour ça. Casavant livre en moyenne 50 orgues par année. On peut presque dire qu'un instrument quitte les ateliers chaque semaine. Et depuis les années 60, on fabrique non seulement des instruments électro-pneumatiques, dont la transmission se fait par électricité, mais également des orgues mécaniques, depuis les années 60, dont la transmission se fait par des leviers et des tiges qui communiquent les gestes de l'organiste. Il y avait une sorte d'obligation que la console soit mobile. Or, jusqu'à présent, on n'a encore pas pu faire des orgues à traction mécanique avec une console mobile. Ça oblige à mettre une deuxième console qui est reliée à l'orgue par une traction électrique. À ce moment-là, quel est l'intérêt? Ça entraîne des dépenses supplémentaires. L'autre raison, c'est que construire un orgue de cette importance avec les pressions qui sont utilisées en traction mécanique, c'est quasiment impossible sans avoir recours à des assistances. Or, les assistances sont soit électriques, soit pneumatiques. Mais la ville de Calgary est à une altitude d'environ 800 mètres comparativement à environ 40 à Saint-Hyacinthe. Et cela peut engendrer certains problèmes. Ben, ça, on en a tenu compte dans les calculs de longueur des tuyaux et également le calcul des pressions. Il y a des règles mathématiques pour tenir compte de ça, ce qui fait que l'orgue sera accordé au ton normal et que la pression d'harmonisation ici sera modifiée en fonction d'un calcul également avec la pression atmosphérique. Le Casavant opus 3623 de la salle Jack Singer du Centre des Arts de Calgary aura coûté près de 700 000 $ une fois complété. Et pourtant plusieurs vantent les mérites des instruments électroniques qui peuvent coûter le 7e du coût. De toute façon, un instrument électronique, aussi puissant soit-il, n'a pas toute cette richesse de sonorité que donne l'orgue, peut-être d'ailleurs précisément par les défauts physiques qu'ont les tuyaux, les interactions avec la salle, les interactions de tuyau à tuyau. Tout cela, ça ne timide pas. L'instrument électronique est trop parfait, si vous voulez, sur le plan physique. Il donne des sons qui se reproduisent toujours pareil, alors que les tuyaux ont toute une vie qui fait, je crois, le charme de l'orgue à tuyau, précisément. Ainsi, au mois de mai, avec l'arrivée du printemps, la console faite de chêne, les touches d'ébène et d'ivoire, les tuyaux d'étain et de plomb, de pin, de sapin, de chêne, d'érable et d'acajou prendront vie. Et qui sait, peut-être que l'orgue de l'espace Jack Singer célébrera à son tour son centenaire. Voilà, c'est ainsi que... Le phénomène s'est produit en plusieurs endroits, dont le plus typique est l'ancienne oasis